Non noyé, leçon féministe noire apprise auprès des mammifères marines. 1. Écoute. Comment écouter par-delà les frontières entre espèces au milieu des extinctions et des souffrances? Comment l'écolocalisation, une pratique utilisée par de nombreuses mammifères marines pour naviguer dans le monde grâce au rebondissement du son, modifie-t-elle la compréhension que nous avons de nos capacités de vision et d'action visionnaire? Les réseaux sociaux ne sont-ils pas une technologie du rebond, une technologie qui permet de lancer nos messages et d'observer ce qui nous revient? Ici commence notre communion transespèce, par l'ouverture d'un espace où célébrer la pratique de l'écoute. Nous n'oublions pas la démonstration, ni la preuve, ni l'importance d'apprendre à prendre la parole. Mais nous apprenons aussi à écouter. Nous apprenons que l'écoute n'est pas seulement une capacité normative à entendre le déjà dit, nous apprenons qu'elle est une ressource transformatrice et révolutionnaire qui exige de pratiquer le silence et l'accordage. Oh. Il était une fois une mammifère marine géante, qui pesait jusqu'à 23 tonnes et qui nageait dans la mer de Bering. En 1741, un naturaliste allemand a découvert l'Hydrodamalis gigas, prenant ses aises dans une nage ample, au moins 3 fois plus grosse que la lamantin contemporaine. En 27 ans, l'espèce entière s'est éteinte, tuée lors de milliers d'expéditions européennes à la recherche de fourrures et de peaux de phoque. Donc elle sait ce que nous savons, elle sait combien il est dangereux d'être découverte. 27 ans, qui d'autre n'a pu survivre que 27 ans parmi les êtres humains venus de l'Ouest? Jimi Hendrix, Jean-Michel Basquiat, même Amy Winehouse et Kurt Cobain. 27 ans, c'est une vie si courte. Comment faire le deuil et survivre à la violence d'être connu? Comment le capitalisme détruit-il si rapidement ce qui a mis des milliards d'années à évoluer? Que savons-nous au juste de cette mammifère subongulée apparentée aux éléphants et aux oryctéropes? Elle était entourée d'une large couche de graisse et on la chassait pour ça. On dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Le seul son qu'elle émettait était sa respiration. Mais elle pouvait entendre à des kilomètres et des kilomètres. Quelle perte pour l'écoute. Comment pouvons-nous honorer l'archive de ta respiration? Certains disent que ta mort était purement accidentelle. Tu étais apparemment sur la trajectoire prisée de celles et ceux qui chassaient les phoques et faisaient le commerce de leur fourrure entre la Russie et l'Amérique du Nord. Pendant 27 ans, ça a été une sorte de ruée vers l'or, une ruée alimentée par l'appétit européen pour les chapeaux et les manteaux de fourrure. Tendance elle-même suscitée par la colonisation de l'Amérique du Nord, que les Européens à la mode ont Européens, Européennes, à la mode, ont commencé à rêver comme une grande réserve inépuisable de fourrure. Elle était en route pour obtenir de la peau de phoque et de la fourrure. Elle s'imaginait qu'elle pouvait te tuer et te manger au cours du voyage. Est-ce qu'on se sent mieux maintenant? Est-ce qu'on a le cœur réchauffé de savoir que ton extinction, la première extinction connue d'une mammifère marine causée par des êtres humains, a été un dommage collatéral dans la poursuite d'autres morts? Chère sirène rugueuse, que nous apprends-tu sur la respiration? Chère grande végétarienne, que pouvons-nous faire quand notre écoute diminue? Tu es plus qu'une preuve de la cruauté d'un monde dans lequel la peau est vendue à prix d'or. Tu es plus qu'un témoignage parmi d'autres des conséquences désastreuses des expéditions européennes. Plus qu'un crime à charge contre les rues et les conquêtes, plus que la folie d'un mode de vie dominant qui a bouleversé la planète sans s'en être soucié, sans rien dire et sans qu'on puisse faire retour en arrière, tu es plus que la toxicité de cette soif insatiable, lancée à la poursuite des choses, ce rêve de luxe qui menace ta vie, cette soif t'a survécu et je sens qu'elle est à mes trousses. Que puis-je faire pour t'honorer maintenant qu'il est trop tard? Je pourrais t'honorer avec la rugosité de ma peau, l'épaisseur de mes frontières, la chaleur de ma propre graisse.
Je pourrais t'honorer avec mon calme et ma respiration, avec la portée de mon écoute, que j'entraînerai à être de plus en plus profonde. Je pourrais t'honorer par la lenteur de mes mouvements, contemplatifs et gracieux. Je pourrais essayer de te ressembler, même si l'on me dit que ce n'est plus à la mode. Et je me souviendrai de toi, pas par le nom écrit au possessif, de celui dont on dit qu'il t'a découverte, avec des générations de relations indigènes. Je dirais, il était une fois une nageuse énorme et silencieuse, une amatrice de plantes, pleine d'écoute et à la peau rugueuse, une mammifère grasse et gracieuse. Et puis je me tairai, pour t'entendre respirer, puis je respirerai, et tu me rappelleras de ne pas me précipiter, et le temps en moi se taira, et alors nous écouterons vraiment. Au cours des 20 dernières années, les bioascoursiens, siennes, ont consacré beaucoup de temps à écouter différentes populations de grands dauphins dans la région Indo-Pacifique. Ces dauphins, comme la plupart des dauphins, savent reconnaître les sons émis de manière intentionnelle. Elles savent quand utiliser les hautes fréquences pour savoir où elles se trouvent et quand utiliser les basses fréquences pour communiquer avec toi, quand le bruit ambiant devient trop fort. L'écolocalisation et la communication se chevauchent, mais elles divergent aussi. Parfois, les sons que je produis me servent à mesurer mon environnement. Parfois, j'ai quelque chose à te dire. En général, c'est les deux. Les dauphins utilisent la graisse de leur front pour moduler l'écoute de leur sonar. Un procédé sans doute aussi sophistiqué que celui que j'utilise pour te parler. Parfois, j'ai l'impression de communiquer avec toi par des voix sous-marines. L'impact que je dis dépasse ce que j'ai appris à dire à force de le répéter. Le bruit ambiant devient plus fort. L'océan se réchauffe et j'ai besoin que tu saches où se trouve le fond, ce qui va nous nourrir et à quelle distance se trouvent les requins. Parfois, mes prévisions me sont renvoyées en écho, comme on renvoie une bonne gifle, et je me rappelle alors que je ne sais rien. Je me rappelle que mon gros front a besoin de toi et de toutes tes prévisions pour survivre à cet espace sans cesse changeant. Ce qui veut dire que j'écoute humblement et que j'apprends à prendre les responsabilités de mes fréquences. Je peux les réduire pour communiquer avec toi, je peux réfléchir avant de m'exprimer. L'écolocalisation n'est pas synonyme de télépathie, sa magie tient à la complexité de la vie mammifère qui habite le son. Je peux entendre ce que je ne peux pas encore voir, je peux créer un monde entier de résonance, et y vivre, nager à travers lui, être ton écho. Siffle-clique aussi, toi aussi, tu peux sentir que je suis là. On dit que les dauphins d'eau douce ne sautent pas autant que les dauphins des océans, en raison du tumulte des eaux boueuses des fleuves. Elles ne peuvent pas s'appuyer sur leurs yeux. Leurs yeux rétrécissent. L'écolocalisation devient cruciale. Leur écoute se charge de nuances. Ils deviennent expertes en forme et se donnent à elles-mêmes des formes longilignes, oblongues, comme la rivière. Les différentes espèces de dauphins d'eau douce, les Ganges et de l'Amazone par exemple, ne sont pas apparentées génétiquement entre elles, mais physiquement, elles sont remarquablement similaires. Elles ont développé des formes communes en raison de circonstances communes. As-tu évolué ainsi, toi qui vis aussi au bord des fleuves, dans un contexte qui bouge si vite, que tu ne discernes pas grand-chose en le regardant? Es-tu toi aussi en train de développer une manière d'écouter les lieux qui t'entourent? Pourrions-nous étudier ensemble les formes, avec la précision qui nous permettrait de bouger avec grâce et sinuosité quand les circonstances le demandent, même si ton eau n'est pas la même que la mienne? Je suis fasciné par tout ce que l'écoute peut faire, et à quelle vitesse elle devient moins urgent d'être vue, de sauter dans les airs, de me montrer. Celles et ceux qui étudient les dauphins d'eau douce le savent aussi. N'essaie pas d'observer ces sages qui jamais ne sautent. Essaie plutôt de les écouter et de les entendre respirer. Je respire en prenant forme, je façonne mes jours et la terre me façonne. Je façonne mon souffle pour qu'il serpente à travers les chemins sinueux qui s'offrent à moi. Je façonne ma tête pour qu'elle épouse le motif de mon souffle. Mon souffle est prière, la forme de la vie, le nom qui évolue. Tout ce que je peux voir, c'est le trouble qui dit que la vie bouge. Je reste dans la prière et je me tends vers toi pour écouter ton souffle.
Il existe une dauphin que l'on ne trouve que sur les côtes d'Aotearoa, que les Maoris appellent parfois tupupu, un mot qui est aussi employé pour dire je me lève ou je me retourne ou je suis gravement malade. On dit que les météorologues maoris étudient ces dauphins depuis des siècles pour en tirer des informations sur le temps qu'il fait, sur ce que nous pourrions avoir à endurer pour combien de temps. Devrions-nous sortir en mer ou rester à l'intérieur? Le ciel va-t-il encore nous tomber sur la tête ou le vent nous mènera-t-il? Les scientifiques occidentaux ont classé le saut du tupupu de 3 façons: horizontal, vertical et bruyant. Bruyant signifie que tu atterris sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Tu te relèves, tu te retournes et pendant un instant, lorsque tu tombes, l'océan est ton tambour. Et quelques-uns ou une écoutent. Parce que la façon dont tu bouges, dont tu atterris, est un signe du temps à venir. Et tu sors des eaux, et tu tombes bruyamment, et tu tournes, et te retournes. Et quelque chose dans ce climat te rend malade, n'est-ce pas? Moi aussi j'écoute à cause de ce que tu fais, et de la direction vers laquelle tu pointes, à cause de ta chute et de son bruit, de là où tu vas et à quelle vitesse. Cela me dit quelque chose sur ce qui va arriver dans un ciel que je ne peux pas encore voir. Et je t'aime pour toutes tes éclaboussures, ce que tu as fait de ton corps, comment tu en as fait un tambour. Et je dis que ton jeu et tes coups sont prophétiques. Et je dis que ton nom est un verbe, une demande, et j'offre mes jours à l'urgence de ton instruction. Le temps change, oui, je comprends. Hashtag Wealth and Wake, thank you, Christina Sharp. 2. Respire. La respiration est une pratique de la présence. L'une des caractéristiques physiques qui nous rapproche des mammifères marines est le fait que nous assimilons l'air de la même manière, bien qu'elles passent la plupart ou la totalité de leur temps dans l'eau. Elles n'ont pas de branchies. Nous aussi, sur Terre, nous naviguons souvent dans des contextes où il peut nous sembler impossible de respirer. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Les adaptations que les mammifères marines ont réalisées en matière de respiration sont peut-être pour nous parmi les plus pertinentes à observer. Non seulement pour notre survie, dans une atmosphère que nous allons polluer et sur une planète où nous avons provoqué la montée des océans, mais aussi pour notre vie consciente et pour notre relation attentive les uns et les unes aux autres. Cette section propose des méditations sur les différentes manières dont les narvals, les belugas et les baleines boréales respirent dans l'Arctique, sur la manière dont les bébés phoques apprennent à redéfinir leur respiration au cours de leur enfance, sur la relation entre la baleine noire de l'Atlantique du Nord, une espèce menacée, et mes ancêtres chinécoques et esclaves, et se conclut par la visite surprise d'un requin de récif blacktip. Une occasion de nous pencher sur ce qui bloque nos voies respiratoires et sur les enjeux d'une société qui n'hésite pas à couper nos souffles pour augmenter ses profits. Puisse notre respiration s'ouvrir à la possibilité de la paix. Nager. Elle ne sait pas qu'elle peut respirer sous l'eau. Personne ne lui a parlé de la grande capacité d'oxygénation de son sang. Elle ne sait pas que le lait de sa mère est l'un des plus riches en matières grasses au monde. Mammifère la plus australe de la planète, elle ne sait pas les profondeurs dont elle est capable. Mais sa mère, elle le sait. La mère phoque de Weddell pousse son bébé dans l'eau contre sa volonté. Elle force la tête de son enfant à entrer dans l'eau pendant que le bébé tousse, crache, se débat et se tortille. Elle sait que pour son enfant, tout est nouveau. Elle sait que son bébé ne sait pas qu'elle peut respirer sous l'eau. Jusqu'au jour où elle le fait. Et alors tout change. Quand le sévrage sera terminé, elle sera capable de plonger à plus de 750 mètres sous l'eau et rester pendant 1 heure si elle le veut. Elle pourra trouver un minuscule trou qu'elle aura elle-même creusé pour respirer après avoir nagé 12 kilomètres. Elle pourra se déplacer avec grâce entre les mondes gelés et liquides, mais pour l'instant, elle ne le sait pas encore.
Suis-je la seule ici en train d'apprendre ma leçon, à tousser, à bafouiller, à lutter pour rester celle que je pensais être, ignorant de ce que l'évolution a déjà écrit en moi? J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, mais en définitive, qu'est-ce que j'en sais? L'amour vache de la mère phoque de Weddell nous enseigne une leçon précieuse sur la différence entre la douceur et la nécessité, entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Et je suis reconnaissante envers toutes mes mères biologiques, choisies aux ancestrales, mammifères ou autres, comme le serpent à tête de cuivre que j'ai rencontré hier soir et qui m'ont poussé à connaître mes capacités, à faire confiance à mes poumons au-delà de ce que je me croyais capable, qui m'ont poussé à respirer comme je ne le savais jamais faire auparavant, à faire connaissance avec mon sang d'une manière qui m'était inconnue. En grandissant, le phoque de Weddell perd sa fourrure et devient plus mince. Elle se sentira bientôt chez elle dans l'océan, qu'elle cherchait à fuir. Elle verra et ressentira les choses qu'aucune autre mammifère n'a ressenti. Mais pour l'instant, elle tousse, crache et s'accroche à ce qu'elle a connu. Elle a l'impression de se noyer, mais elle se retrouve pour la première fois. Amour à tous mes parents-parentes et à l'univers dans lequel il et elle m'ont poussé à qui a bien ri de moi. Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà traversé des portails, y compris ceux qui conduisent hors de cette vie. Nous pouvons nous déplacer entre les mondes. Merci à celles et ceux d'entre vous qui vivent et évoluent. La vulnérabilité de votre nouveauté est un exemple pour nous tous et toutes. Merci à celles et ceux qui me demandent des comptes, qui attendent de moi que je devienne ce que je dois devenir. Merci d'ignorer les mensonges que je me raconte sur moi-même. Merci, même, même dans ma résistance, je vous suis reconnaissante à toutes et tous pour l'amour que vous enseignez, profond, noir et plein. Pour la tendresse, la poussée et l'exemple, ce que tu as appris en faisant face à ta propre mort, ce que tu as appris dans ta noyade, c'est mon souffle. Hashtag, j'arrive pas à le lire. À la seconde où j'ai posé le pied sur la plage de Bridke-Hampton, une baleine a fait surface et a expiré, de là où je me trouvais sur les terres colonisées et sacrées des Shinnecock. Je ne pouvais pas voir qu'il s'agissait d'une rorquale commune ou d'une baleine à bosse, mais dans mon cœur, je pensais que peut-être, juste peut-être, il s'agissait d'une baleine franche de l'Atlantique du Nord. La baleine franche, la baleine la plus rare de l'océan, chassée presque jusqu'à l'extinction pour l'alimenter, littéralement. Le projet colonial, l'art et lumière. Avant, on pouvait s'attendre à ce qu'une baleine franche fasse retentir son souffle pendant une bonne centaine d'années. Maintenant, ces choses-là ne se produisent plus. Les baleines franches vivent rarement plus de 5 ans sans que les hélices des bateaux ne leur infligent des cicatrices, sans que les cordages emmêlés des bateaux commerciaux ne les blessent. Or, rien de tout cela n'est nécessaire. Les bateaux pourraient modifier ou ralentir leur trajectoire assez facilement. Vous savez ce qui est nécessaire? La respiration. La leur plus que la nôtre, à vrai dire. Hier, j'ai appris que la respiration des baleines est aussi cruciale pour notre propre respiration et pour le cycle du carbone sur la planète que le sont les forêts à travers le monde. Selon les chercheurs-chercheuses, si les baleines retrouvaient leur population d'avant la chasse commerciale, leur gigantesque respiration stockerait autant de carbone que 110 000 hectares de forêt, soit une forêt de la taille du parc national de Rocky Mountain. Les Shinnecock, maintenant et depuis toujours, y compris certaines de mes ancêtres, entretiennent une relation sacrée avec la baleine noire de l'Atlantique Nord, une écoute qui s'étend sur des siècles. Autrefois, une baleine franche qui s'échouait était une offrande pour la communauté tout entière, nourriture et lumière, un abri et de la chaleur. Mais ce jour-là, sur le rivage, la baleine échouée était la première qu'on y voyait depuis 60 ans. Est-ce que vous, qui les avez appelés par vos textes, m'a demandé en ligne la poétesse Cathy Angèle? Oui. Je t'appelle depuis toujours, avec mon sang et mon souffle. Je me souviens de ce que tu nous as donné, c'est-à-dire tout. Tu nous as donné la lumière, la maison, et tu nous as offert les uns les unes aux autres.
l'amour, la chaleur et nous-mêmes. Si je respire, je chante ton nom. Je ne peux respirer que grâce à toi. Te reste-t-il un siècle de souffle? Et sinon, que me reste-t-il? La maison est légère, mais la perte est lourde, et je ne peux pas vivre sans toi. Pourquoi voudrais-je vivre sans toi? Intendante des siècles, transformatrice de l'air, j'attends toujours ton message et ta mission, dans la dette et la gratitude, dans la confiance et la marée. Je te vois, je t'entends, je sais, je dédie ma respiration à la profondeur que tu as enseignée, que tu enseignes encore. Bienvenue, c'est ce que tu as dit là, tout jeune requin de récif à pointe noire qui s'est approché du rivage et m'a accompagné pendant le reste de ma promenade. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé en retour. Tout le monde sait que j'écris sur les mammifères marines, pas sur les requins. Et puis d'abord, est-ce qu'on est sur ton territoire ici? La requin prit alors une profonde inspiration sous l'eau. J'étais jalouse. Peut-être que j'ai besoin de branchies finalement, ouais, je pensais. Mais je ne l'ai pas dit. Tout d'abord, dit-elle, ce n'est pas une façon d'accueillir une requin requiem. Tu sais qui sont mes cousines? Bon point. Les requins-tigres. Et elles sont parmi les plus méchantes. Mais à la façon dont elle a roulé ses yeux, j'ai compris qu'il s'agissait pas vraiment là d'une menace. Mon hypothèse était-elle fausse? Tout mon respect, ai-je enfin dit. Pardon? Je n'ai pas entendu, les gens sur leur surf font du bruit. Tu sais que mes oreilles sont encastrées. Tout mon respect, ai-je répété. Tout mon respect, requin, à la couleur du sable qui, dès sa naissance entière, à elle-même s'est respirée sous l'eau, gardienne du récif avec tes belles arêtes noires, génie brune du braconnage, courageuse, même comparée aux autres requins. Quand tu te montres, c'est toujours un cadeau pour le ciel. Tu te montres à moi, c'est plus que ce que l'on pouvait espérer. Je suis à ton service. J'ai une dette envers toi. Que puis-je offrir? D'accord, c'est mieux comme ça. Puisses-tu bientôt dépasser ces limites qui ne font rien pour te protéger et transmets aussi ce message pour être les bienvenus. 3 mensonges sur le requin que les êtres humains ont utilisés pour justifier leur propre violence, leur propre aliénation et les requins ne toléreront plus. Les requins voyagent seuls. Traduction, cultivez votre individualité. Ce n'est pas le cas. La requin de récif à Pointe-Noire, par exemple, est très sociale. Elle trouve la sécurité dans le nombre. La communauté est la stratégie la plus forte. 2. Les requins sont puissantes et efficaces parce qu'elles se cachent. Traduction, personne ne vous aimera si vous montrez tout ce que vous êtes. Ce n'est pas le cas. Par exemple, les requins de récif à Pointe-Noire sautent hors de l'eau et se retournent dans les airs 4 fois, même lorsqu'elles chassent. Vous êtes redoutable sous tous les angles. 3. Les requins passent plus de temps à aiguiser leurs dents qu'à ouvrir leurs branchies. Vous avez besoin d'une traduction ici? Respirez. Et un Adam d'homme de ma part. Quand même les requins vous disent de donner une chance à la paix, vous savez que quelque chose doit changer. Et voici certaines choses auxquelles je suis prête à renoncer. Une offrande pour notre évolution. L'acuité qu'il y a à savoir qui je suis. Les armes dont j'ai rempli ma bouche à dessein. Toutes ces fois où je n'ai montré que le bout de mon nez. Alors que vous aviez besoin de moi tout entière, les mensonges que j'ai laissés vivre en mon nom, les façons dont j'ai dévalorisé ma respiration. J'aime chacune d'entre vous pour avoir étiré vos cartilages et ouvert vos branchies. Merci de vous souvenir de l'ancienne règle, des cycles que les requins continuent de protéger. Et quelle fête c'est quand nous réalisons que notre survie ne doit pas faire de nous des monstres, quand nous nous pardonnons d'avoir déchiqueté ce qui n'aurait jamais pu nous blesser, quand nous évoluons dans notre mission de courageuses, gardiennes de la vulnérabilité. Nous nous sommes émerveillés du tranchant de nos dents. Nous avons glorifié les extrêmes de l'aliénation. Nous avons fétichisé exactement ce que nous craignions. Et maintenant, nous sommes ici pour regagner le miracle qui était là depuis le début. Les branchies, c'est-à-dire la perméabilité de la force. Les branchies, c'est-à-dire la façon dont toute la vie coule à travers toi. Ta respiration. C'est de ta respiration dont nous avons besoin. J'arrive pas à lire la fin. J'arrive pas à lire la fin.
Hashtag No Mammal Suprématie. Hashtag Océan I Love. Oceanic Love. Hashtag Real Shark Friend Dropping Crowlage. Et pour plus d'informations sur la forme transformatrice queer de la famille requin, allez donc voir moi un ami très révéré, Léa Lakshmi Piepsna Samarasina et son Femme Shark Manifestol, hashtag HTTPS, je le dirai pas, et par la même occasion de, je sais pas quoi, parce que j'arrive pas à le lire, de Quoli Driskill. Voilà. Ouais.